Emmanuel Macron, un président sous le signe de l'archétype de Loki. Première partie. La chimie inversée des présidents. Nous voyons bien que chaque président est un mystère en soi, mais certains le sont plus que d'autres. Leur grandeur et leur petitesse, leur génie et leur idiotie, leur bonté et leur méchanceté ne cessent de nous interpeller et nous convoquent à un endroit, celui des forces tapies dans notre psyché, qui échappe à nos capacités de compréhension. Au fond, ce ne sont pas tant leurs actions, et surtout leur inaction politique, qui éveillent en nous toutes sortes de passions, qu'ont plutôt ce qu'ils dégagent de leur personne, et qui vient toucher en nous des éléments psychiques spécifiques, les attisants. Si l'on prend en considération l'hypothèse que notre esprit se structure grâce aux archétypes hérités de plusieurs milliers d'années de développement psychique, et que ces archétypes sont communs à tous les êtres humains car logés dans un inconscient collectif, il deviendra alors beaucoup plus aisé de comprendre pourquoi les masses se soumettent autant à l'autorité du président. Plus précisément, il sera plus facile de comprendre pour quel motif les individus qui composent les dites masses sont si influencés par leur président, et pourquoi ils en sont si dépendants. Donc parlons de dépendance, de la dépendance des masses envers leur président. Cette dépendance se manifeste autant par l'obéissance que par la haine, et trouve dans les passions le produit qui associe les deux, la drogue qui les unit. Lorsque par exemple un président est assassiné, percuté ou invectivé, c'est un citoyen insatisfait qui agit. Autrement dit, un individu qui estime qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait de la personne en laquelle il remet énormément d'espoir, qui sont régulièrement déçus. Si l'on voulait avancer une interprétation psychologisante et bas de gamme, nous dirions qu'il s'agit là d'un typique cas de complexe d'Édipe non résolu, où l'enfant citoyen fantasme de tuer le père précédent afin de s'en saisir de la maman à allocation. Mais puisque nous estimons que les personnes sont bien plus élaborées et complexes que cela, nous opterons pour une hypothèse plus hardie. Laquelle ? Notre hypothèse est que le président incarne auprès de la masse des individus dont elle se compose un archétype. Il est porté par cet archétype qui, dominant les autres, puisqu'en chaque personne il y a plusieurs archétypes, pousse la personne vers son destin présidentiel, jusqu'à la victoire et la prise du pouvoir. C'est lors de son intronisation que l'archétype dominant s'enflamme et dévore les autres, s'enflant et devenant de telle sorte très puissant. Il y a en effet un moment où tout président devient un tyran. C'est le moment où l'archétype est parvenu à avaler la personnalité de l'être qui fut jadis le président. De personne en chair et en os, le président envahi par son archétype s'identifie à l'image qui s'était construite de ce qu'il fantasmait être sa propre conception de ce qu'est que d'être président. Il s'agit là d'une transmutation chimique à chimique inversée, qui, au lieu d'aller du bas vers le haut, semble tendre vers le plus bas, vers les zones les plus infernales. L'homme, devenant président, parcourt le chemin inverse à celui qui mène l'alchimiste à créer la pierre philosophale. En se confondant avec l'archétype le plus obscur et archaïque, au lieu de se confronter à lui pour le maîtriser et le réintégrer dans un soi complet au cours de ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation, l'individu descend dans la phase de nigredo, considéré comme étant la première étape de la création de la pierre philosophale, pour y demeurer prisonnier. En effet, un chemin alchimique doit suivre plusieurs étapes. D'abord, le nigredo. Il s'agit là de la phase la plus obscure, celle de la calcination, où il faut laisser se décomposer les ingrédients alchimiques, symbolisant ainsi la mort de l'ego pour se préparer pour une successive nouvelle naissance. Cette phase d'indifférenciation est suivie par celle de l'albedo. Symbolisée par un signe blanc, elle désigne le processus de purification de la masse issue du nigredo, en quelque sorte, un lever du soleil après les ténèbres.
Il s'agit d'une distillation, où l'âme émerge de l'indifférencié, elle est libre. Du point de vue jungien, cela vient à signifier que l'individu apprend à maîtriser ses pulsions, à s'individualiser et à ne pas recourir au mécanisme de la projection, à travers lequel il projette sur les autres les composantes refoulées de son nigredo, de son ombre, mais plutôt à les confronter et à les maîtriser. Enfin, la dernière étape est celle du ribedo. De couleur rouge, elle est symbolisée par un phénix, un œuf ou une rose rouge. Il s'agit de l'union des contraires, qui existent maintenant en harmonie, non clivée. Esprit et matière, féminin et masculin, soleil et lune. Il s'agit de l'émergence du soi, l'atman pour les hindous, de l'accomplissement individuel vers l'esprit avec le E majuscule. La pierre philosophale n'est rien d'autre que l'achèvement des transmutations vers un état d'être et de conscience plus élevé. Le précédent est tout l'inverse de ce processus. Si on regarde bien, il n'est qu'une coquille vide, insignifiant sans contenu. C'est une image indifférenciée, où domine un archétype qui, tel un mollusque, utilise la coquille présidentielle pour l'habiter. Cet archétype dominant irradie, par ses gestes, ses mots-clés, le ton de la voix, l'expression du visage, les décisions contradictoires et les sous-entendus, des éléments qui finissent par activer les archétypes des individus. C'est le mécanisme de la projection, typique d'une psyché incapable de maîtriser ses archétypes, qui, libre de circuler, déborde. Les archétypes activés par les individus, par les éléments projetés par le précédent dominé par son archétype, peuvent être en accord avec celui incarné par le précédent ou contraire. En ce cas, les individus seront poussés à combattre contre celui incarné par le précédent, avec comme résultat émeutes, désobéissance civile, révolution, manifestation, attentat. Les passions qui lient le précédent au reste de la société ne représentent au fond rien d'autre que les agitations exprimées par l'entrechoc des archétypes via leur projection réciproque. Deuxième partie. Loki, dominateur du chaos. La France représente un cas spécifique. Son hyper-présidentialisme, pensé pour remplacer le roi, décapité ou déchu par des révolutions bourgeoises, bien se prête pour illustrer la théorie que nous venons brièvement d'exposer. Chaque chef d'État fut porté par son archétype, qui utilisa la personne pour se libérer et s'exprimer à travers la figure du président, produisant des effets considérables sur le peuple français. Plusieurs siècles d'étatisme l'avaient éduqué afin qu'il sacralise et l'État et ses institutions, dont le président fait désormais office de Deus ex machina, le prédisposant à en être non seulement dépendant, mais également extrêmement sensible au pouvoir de l'archétype incarné par le président. Le Français est un peuple qui a été littéralement éduqué par l'épée et par les lois. Tous les présidents de la Ve République, et d'une certaine façon les premiers ministres sous la 4e et la 3e, qui faisaient office de président, ont incarné un archétype spécifique auquel les individus ont adhéré, ou contre lequel ils ont lutté. Emmanuel Macron ne fait pas d'exception à cette règle. Son archétype s'étant pleinement manifesté en juin 2024 avec la décision de dissoudre l'Assemblée nationale dans un moment marqué par de fortes tensions, tant au niveau interne qu'international, provoquant ainsi le chaos institutionnel et social des législatives, avec son triste cortège d'émeutes, de cirques médiatiques et de farces en tout genre. Son archétype est celui du dieu scandinave Loki, l'une des divinités les plus complexes du panthéon nordique. Loki est un personnage éminemment ambigu. Fils de Jotun, Farbauti, et de la non mieux spécifiée Laufey, elle serait une géante selon certaines traditions, une déesse selon d'autres, il réside néanmoins à Asgard, ce qui le place dans un rôle très étrange. À la fois Jotun parmi les As et As parmi les Jotun. Les Jotun, par rappel,
ce sont les géants, donc les forces du chaos. Les friponneries de Loki n'arrangent en rien son statut, qui demeure constamment ambigu. Pire, il l'aggrave. Il est le père du monstrueux loup Fenrir, destiné à dévorer Odin, le chef des As, au cours du Ragnarok, le crépuscule des dieux, et le père aussi de Jormungand, terrible serpent de mer cracheur de feu et de venin qui tuera le dieu Thor, et de Hel, la déesse du royaume des morts. Loki est en outre responsable direct de la mort de l'As Baldr, divinité de la lumière et de la beauté, fils d'Odin, en quelque sorte un Apollon scandinave. Loki est décrit comme de bel aspect, jeune et beau, musclé. Il est rusé, impulsif. Sa nature le conduit à élaborer toutes sortes de stratagèmes pour causer des problèmes aux autres dieux. Il est amoral, insidieux, menteur. Il n'a aucune cause à défendre en dehors de son ego et de ses envies. Sa sexualité est également très ambiguë. Il peut se métamorphoser en jument ou en femme afin d'avoir des rapports sexuels débridés. Et c'est en tant que jument qu'il se fait sauter par les talons géants Svaldifar. Tombé enceinte, il donnera naissance au cheval à 8 pattes Sleipnir, qui deviendra la monture d'Odin. Loki est en fin de compte un dieu du mensonge, de la discorde, de la ruse et du chaos. Une autre caractéristique qui lui est attribuée est celle du feu. Cependant, il s'agit moins d'un feu sacré que de celui destructeur, du feu qui blesse et incinère. Loki est traître jusqu'à la fin des temps. Victime d'une terrible punition pour avoir causé la mort de Baldr, il est emprisonné et ligoté avec les boyaux de son fils Narfi, tué et éventré par son propre frère Vali, que les As ont transformé en un loup monstrueux. Loki fera partie des troupes infernales pendant le Ragnarok, participant à la guerre contre les As, contre les dieux. Macron est l'incarnation de l'archétype de Loki. Il en est dévoré. Il règne sur le chaos qu'il a lui-même engendré, sciemment et méthodiquement à force de mensonges, de divisions et de discorde. Il promet aux uns et aux autres pour ensuite en mentir à tous. Ces petites phrases, entre guillemets, ne traduisent pas, comme certains le prétendent, un mépris bien calculé, mais plutôt de l'impulsivité, signe manifeste de l'archétype dominant de Loki, où frénésie, excitation et méchanceté s'enchevêtrent. Sa sexualité est l'un des principaux sujets de discussion, y compris à l'international. Le peuple a toujours fantasmé sur la sexualité de ses rois et de ses présidents, certes, mais celle de Macron éveille des intérêts morbides et non pas érotiques. Macron est avec toute probabilité le premier président dont la sexualité inquiète plus qu'elle n'intrigue. Il n'avait que 15 ans, apparemment, lorsqu'il rencontra sa future épouse, Brigitte Trogneux, alors sa prof de lycée, mariée avec enfant. Ces rumeurs circulent avec insistance sur une éventuelle homosexualité, tandis que la première dame est régulièrement la cible de moqueries et de théories sur un hypothétique changement de sexe. On a rarement vu un chef d'État dont la vie intime a suscité autant de pensées malsaines. C'est là que quelque chose qui devrait non seulement nous questionner, mais surtout nous inquiéter. Tout ce que Macron et son entourage disent est faux, truqué, embelli pour masquer la réalité et la tordre afin qu'elle puisse donner l'impression d'adhérer à un discours présidentiel. Tout le personnage vendu aux électeurs en 2017 comme un produit de luxe est faux. Ce fut de l'incantation de bas étage, où les classes moyennes diplômées projetèrent sur l'image de Macron leurs propres idéaux. Rassembleur, il ne le fut qu'à une occasion, lorsqu'il unit les classes bourgeoises de droite et de gauche en un seul bloc, les isolant des classes populaires, qu'elles détestent, les deux, pour les rapprocher de l'hyperclasse, dont ils sont méprisés. Jeune, Macron ne le fut que par rapport à sa date de naissance. Pour le reste, il raisonne comme un vieux. Il en cherche l'approbation. Tout en lui est vieux, exactement à l'image de l'entourage qu'il a porté au pouvoir. Jacques Attali, Mimi Marchand, Alain Minc,
Roman Goupil, Daniel Cohn-Bendit, Bernard Arnault, Bernard-Henri Lévy. Il n'y a que des vieux autour de lui. Locke, jeune et beau, fréquente les Jotuns, ancienne monstruosité née du corps en décomposition du géant primordial Ymir. Elle est rejointe à l'orée de l'Apocalypse pour massacrer dieux et héros. En voilà un certain parallélisme, n'est-ce pas? La discorde est consubstantielle à sa nature rusée et maligne. Sa présence ne peut qu'engendrer cela. Gilets jaunes en 2018, cela fuit 11 morts, 25 800 civils blessés, 1944 forces de l'ordre blessés, 10 718 au garde à vue, 3100 condamnations, manifestations contre le pass sanitaire en 2021, réforme des retraites en 2023, émeute raciale en 2023, ce qui correspond à 1 milliard d'euros de dégâts, à 2 morts, 3625 au garde à vue, 674 policiers blessés, et plus de 108 gendarmes et 3 sapeurs-pompiers blessés aussi. Et ensuite, révolte en Nouvelle-Calédonie en 2024, avec comme résultat 9 morts, 177 policiers et 74 gendarmes blessés, presque 2000 arrestations, 3900 militaires et policiers en intervention. Un bon bilan. Sous sa présidence, la diplomatie française a touché le point le plus bas depuis 1939 et porté le pays à se retirer de la plupart de ses bases africaines, où il était solidement implanté depuis la fin du XIXe siècle, et perdu son influence au Proche-Orient et même au Pacifique, où il dispose pourtant de possessions d'envergure. Eh bien, Locke réside à Asgard, mais combat pour les Jotuns, participant à poser les bases pour le Ragnarok à travers l'enfantement de Fenrir, Jormungand et Hel, et le meurtre de Baldr. Locke est un dieu à la fois dangereux et bouffon. Les As le déconsidèrent et le moquent. Mais c'est bien lui qui enfantant les monstres qui feront le malheur d'Asgard et qui tuent sciemment Baldr. La leçon à en tirer est qu'il ne faut pas se moquer excessivement du bouffon du roi, parce qu'il est au courant de beaucoup de secrets, et que sa position favorise ses intrigues. Macron déclara à plusieurs reprises vouloir rétablir l'autorité et la verticalité du chef de l'État. Eh bien, les Français se sont retrouvés avec Marlène Schiappa sur la couverture de Playboy, des danseuses trans et cuir à l'Élysée pendant la fête de la musique en 2018, Rachida Dati, ministre de la Culture, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, et Jules, le chanteur Jules, premier à porter la flamme olympique sur le territoire national. Et en même temps, des milliers de blessés et de morts au cours des émeutes, des millions de manifestants dans la rue, dette aux 110% du PIB, mortalité infantile en os, 217 000 viols et agressions sexuelles dans la seule année 2023. 217 000. Et ensuite, augmentation du taux de suicide chez les plus jeunes, maltraitance quotidienne dans les EHPAD. Eh bien, Locke est un bouffon, certes, mais un bouffon dangereux. Troisième partie. Combattre l'archétype de Locke. Reste à savoir si quelque chose est possible. La réponse est oui, car Locke n'est ni immortel ni invincible. Une première voie est de ne donner aucun crédit à cet archétype. Étant donné que c'est une construction mentale, il cesse d'agir et d'agiter lorsqu'on lui fait preuve d'indifférence. Ne plus répondre à ses projections nous rend indépendants des liens qu'il tisse à travers les ruses et les mensonges, et lui ôte sa principale nourriture, celle des passions qu'il veut susciter. L'autre voie est celle de l'affrontement. L'archétype de Locke tire sa puissance du fait qu'il ne suit aucune norme de conduite. Tout en lui est perverti, moqué ou inversé. Le psychiatre Racamier dirait que Locke est un typique pervers narcissique qui, pour ne pas faire face à ses conflits internes, il se crée des lois personnelles en caricaturant celles de la société et se défend en faisant vivre aux autres ses propres problématiques.
Loki était en effet un dieu éternellement en fuite. Toutes ces bouffonneries et ces ruses ont l'objectif de brouiller les pistes, de désorienter. Mais il n'est pas immortel. Sa toute-puissance est à l'image de ses pouvoirs. Illusion. Loki est un dieu dont le pouvoir réside exclusivement dans l'illusion. Lorsqu'il le faut, il peut être puni, tels les As qui, sérieux et faisant bloc contre lui, le punissent pour le meurtre de Baldr. Là, ils ont compris que derrière ces farces et sans ambiguïté se cache en réalité un être dangereux qu'il faut prendre au sérieux et combattre. Ce n'est que comme ça qu'on lutte contre l'archétype de Loki, en prenant au sérieux la dangerosité qu'il cache derrière ses bouffonneries, et en révélant la nature profondément perverse. Loki est le dieu du chaos et du mensonge. Il craint la vérité, les valeurs, l'héroïsme et les principes supérieurs, gages de stabilité. Enfin, il est également le dieu de la discorde, donc des divisions. C'est là un élément absolument essentiel à prendre en compte, peut-être le plus important. Les As l'ont puni, mais pas détruit. C'est un autre dieu, Heimdall, qui le tuera, et qui sera à son tour tué par lui. C'est qui Heimdall? Heimdall est un dieu spécial. Il habite à Himmingborn, un château situé en dehors des murailles d'Asgard. Il est le fils de 9 jeunes vierges. Il est le gardien du pont Bifrost, qui lie Asgard des mondes inférieurs. C'est le créateur des 3 classes sociales des sociétés scandinaves, qui se composent en esclaves, hommes libres et ancienne aristocratie guerrière. Et c'est toujours lui qui soufflera dans le corne Gjallarhorn le moment venu, lorsque le crépuscule des dieux, le Ragnarok, commencera. Heimdall est un archétype puissant face à celui de Loki. En gardant Bifrost, il symbolise la limite entre les mondes, tout en assurant le lien. Il est donc garant de l'ordre cosmique. Ce n'est pas un hasard si l'étymologie de son nom, Yonoroi, est pilier du monde. Au tout début, nous avions affirmé que l'archétype dominant chez les précédents active certains archétypes chez les individus en fonction de leur personne. L'archétype de Loki éveille alors l'archétype de Heimdall, chez ceux dont la personnalité les porte à l'héroïsme. Là où se trouve l'archétype des subventions, des subversions infernales de Loki, qui opère en répandant les disputes et les mensonges, doit surgir un autre archétype, celui de Heimdall, qui garde les frontières, illumine pour dissiper les ténèbres du mensonge et, une fois son rôle épuisé, que son œuvre puisse élancer le monde vers un nouveau commencement, vers un nouvel âge d'or.